La question du leadership, comment vous le gérez chez vous, en fait? Comment ça se passe dans vos équipes au niveau du leadership? Donc je vais poser une question par table. Globalement, vous allez y répondre à la table et vous apporter votre réponse. C'est, globalement, pour vous, comment est-ce qu'on missionne ou comment est-ce qu'on détecte et on missionne des leaders, en fait? Qu'est-ce que c'est un leader? Qu'est-ce que c'est pour vous l'utilisation du leadership? Voilà. Vous êtes entraîneur, globalement, quelle est votre vision, finalement, du leadership en ce qui concerne votre équipe? De table. Alors, qu'est-ce qui ressort chez vous sur cette question du leadership? Nous, c'était une personne qui prenait la parole en public devant le groupe, je l'ai dit déjà. C'était une personne qui était écoutée et suivie, qui avait différents aussi types de leaders, plutôt axés sur le jeu ou sur l'ambiance. Et qu'il avait une grande connaissance de soi et aussi des autres. Ok. Cette table-là, donc, on va faire dans ce sens-là. Vous, qu'est-ce que vous avez éventuellement complémentaire ou en plus, on a marqué que, de manière générale, il a impacté le groupe positivement, que ce soit sur le jeu, sur la parole, sur les relations entre l'arbitre et les joueurs. Voilà. C'était un lien entre tous les individus du groupe. Et qu'il fasse le relais aussi entre le groupe et puis le staff. C'est le fameux mythe du capitanat. Alors, il faut qu'on différencie la fonction réglementaire du capitaine. Donc, parce qu'il y a une fonction réglementaire du capitaine et il y a la fonction leadership sur le terrain. Donc, on va dissocier les deux. Donc, souvent, il y a intégration des deux ensemble. Mais bon, le capitaine, au sens réglementaire du terme, lui, il a une fonction première qui est dans la relation à l'arbitre. D'accord? Sachant qu'il est quasi impossible de demander à un capitaine d'assurer différentes formes de leadership que vous avez évoquées, donc sur le jeu, sur l'ambiance, la relation aux autres, la communication, côté positif, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est compliqué. Donc on a été pendant très longtemps sur ce modèle-là, qui a eu souvent des effets très très perturbateurs et très compliqués pour les personnes qui étaient en situation de capitaine ou leader unique sur le terrain. Il y a des joueurs que ça a empêché, même des joueurs qui ont fui cette responsabilité parce qu'on leur demandait de faire des choses qu'ils étaient incapables de faire. Donc il y a eu une grosse recherche de fait là-dessus, dans le sport australien, sur beaucoup de sportifs et dans différents sports collectifs, pour voir un peu ce qui était recherché comme type de leadership, et pour voir globalement si les capitaines qui avaient été identifiés comme étant capitaines de l'équipe, donc leader avec un L majuscule de l'équipe, finalement étaient performants, jugés comme performants dans ces différents styles de leadership. Donc il y a eu 4 grands domaines de leadership, donc le jeu, l'ambiance, la motivation et le côté communication externe, c'est-à-dire capacité à communiquer sur l'équipe comme ça en dehors du terrain. Voilà, d'accord? Capacité à... Donc, ces 4 grands domaines ont été identifiés. Et dans l'étude qui a été faite, globalement, on se retrouvait avec énormément d'équipes dans lesquelles le capitaine n'était jamais premier, donc jugé comme le plus leader dans chacun de ces domaines. Et il y a même certaines fois où, dans un classement, on s'est aperçu que le capitaine identifié, finalement, n'apparaissait dans aucune des capacités de leadership. Donc un vrai décalage entre ce qui était vu par le staff
en termes de désignation des capitaines et ce qui était ressenti par les joueurs en termes de capacité à mobiliser sur le jeu, capacité à motiver, capacité à créer de la bonne ambiance dans l'équipe, un régulateur d'ambiance et la capacité à communiquer. Voilà. Alors, pourquoi c'est important pour un entraîneur, finalement, de raisonner sur un véritable système de leadership? Donc, c'est pour assurer. L'idée, c'est qu'au moins sur les tâches qui sont mises en œuvre sur le terrain, donc sur le jeu, sur la motivation et sur l'ambiance, on puisse avoir finalement, sur l'ensemble de l'équipe, on puisse être sûr que globalement, l'ensemble des joueurs en jeu identifient et peuvent se reporter à quelqu'un qui a le rôle de leader dans ce secteur. C'est-à-dire qu'on puisse être sûr que de l'arrière jusqu'au pilier, quand on est sur le terrain et qu'on sait qu'on va avoir des missionnements du leader sur le jeu, on a identifié les leaders de jeu et qui vont être utilisés par l'entraîneur, qui vont être les relais de l'entraîneur. Donc c'est pour ça qu'il y a des questionnaires très simples qui existent dans lesquels on questionne les joueurs sur qui vous semble plus susceptible d'être leader de jeu en donnant une définition de ce qu'est le leader de jeu, ce qu'on attend de lui, de ce qu'on attend d'un leader de motivation, d'un leader d'ambiance et d'un leader de communication, au travers de ce qui est indiqué dans la composition d'équipe, dans la manière de travailler l'entraînement, on mobilise les joueurs sur cette dimension-là pour qu'ils assurent ce relais. Donc c'est ça, travailler sur un système de leadership. Alors après, il y a des micro-secteurs, type touche en particulier, dans lequel il y a une forme de leadership qui est identifiée, mais de jeu aussi sur l'intelligence, d'avoir une touche intelligente, évidemment. Mais en fait, l'idée sur le terrain, c'est ça. C'est-à-dire que, globalement, si on se retrouve dans une équipe dans laquelle, à un moment de la composition d'équipe, finalement, on n'a aucun joueur qui est capable d'assurer le leadership dans ces domaines-là, on sait que ça va être compliqué. On peut identifier que ça va être compliqué. La question qui se pose pour les entraîneurs, c'est comment on identifie, au travers de questionner les joueurs, mais aussi on peut avoir son avis de staff sur certains profils, c'est comment on permet aux joueurs de développer leur leadership. Il ne s'agit pas simplement il faut les aider à travailler sur le leadership. Qu'est-ce qu'on a comme moyen, comme entraîneur, pour permettre aux joueurs de réellement développer, travailler sur leur leadership? Qu'est-ce que vous avez comme moyen? Sur les temps de rencontre avec les joueurs, quand on fait l'analyse avec eux sur leur saison, on a des discussions et puis on peut appuyer à ces moments sur justement sa capacité parce qu'il est déjà naturellement un peu leader, mais qu'il peut le développer. Oui. Et lui faire prendre conscience qu'il faut le développer plus loin, plus fort. Voilà. Donc, dans tout ce travail-là qu'on peut faire, finalement, les travaux de groupe, des choses comme ça, des fois, dès qu'on est amené à faire avec les joueurs, forcément, il y a un missionnement particulier sur les leaders, sur le rôle qu'ils vont tenir dans cette animation de groupe à un moment. Okay. Puis aussi l'asseoir par rapport au groupe. Exactement, donc que ça soit identifié clairement. La préparation de la semaine, si vous êtes sur beaucoup d'entraînements dans la semaine et tout, donc l'entrée dans la semaine, donc sur la réunion leader, elle doit permettre aussi de voir avec lui quels vont être leurs rôles à un moment donné dans les séquences qui vont être faites. Il y a un secteur particulier, par exemple, qui est sur la gestion des temps faibles que vous avez évoqué. Si vous êtes sur ces problématiques-là, si vous êtes sur une équipe qui se dérègle facilement, vous savez, le genre de choses, c'est un fait un peu merdique, un essai merdique de prix, des points de prix un petit peu après, et là, ça commence à... Voilà, donc on va passer. Moi je suis dans un club où ça arrive quelquefois avec l'équipe pro, là, en ce moment. D'accord, et ça c'est règle. Ça se dérègle. Un bon exemple, par exemple, sur le match contre le Stade français ici,
où quand on voit les 20 premières minutes, on se dit le loup va gagner 40 à 10 à peu près, et ça finit, ça peut finir en catastrophe. Voilà. Donc, dérèglement total. Donc ça veut dire qu'il faut travailler, si on doit travailler là-dessus avec les joueurs, c'est dire comment lutter contre finalement cette contagion négative. Ben, il va falloir, dans les séances d'entraînement, mobiliser les entraîneurs. Alors on a un outil qu'on utilise bien et que les équipes de France maintenant utilisent bien. Les autres équipes qui ont un peu de mal utilisé, vous le connaissez? L'outil qui est très facile à utiliser. La bulle de maîtrise. Hein. On appelle bulle de maîtrise. On a changé de nom, c'était indiqué avant bulle de concentration, comme ça. Bulle de maîtrise, c'est-à-dire globalement, bulle qui recentre l'ensemble de l'équipe sur ce qu'on est en mesure de maîtriser et ce qu'on doit faire. Voilà. Une bulle de maîtrise, si on dit simplement aux joueurs, vous vous regroupez comme ça et vous dites ce que vous avez à vous dire, ça va être un beau bordel et ça ne va pas marcher. Une bulle de maîtrise, ça s'organise comment, en fait? Qui en a mis en place avec ses équipes? Alors, comment vous avez organisé les bulles de maîtrise dans votre équipe? Comment c'est organisé? Ouais, déjà, la première chose, c'est que nous, on a aussi un petit point sur le fait qu'avant la bulle collective, il faut faire une petite bulle individuelle. C'est d'abord je t'écoute. Hein, d'abord un travail individuel, et après, on se regroupe ensemble. On fait 3 respirations, et après, c'est le leader qui parle sur soit capitaine, soit leader de combat, soit ok. leader Toi, de jeu. Nous, les leaders, ils sont à côté. Les 3 ou 4, ça dépend. Et c'est le premier leader de jeu qui identifie, qui dit sur quoi il faut plutôt axer. Et l'autre motive après les trucs. ok, allez, on se met là-dedans, on va faire une bulle. Allez, et vous